personnages marquants de l'histoire d'astronomie, donc c'est une sélection personnelle des personnages que j'ai trouvés, qui me semblent importants dans l'histoire d'astronomie. Donc voilà, ça démarre très loin. Voilà. J'ai essayé pour des histoires de parité. Dis-toi quelques femmes. Parce que voilà. Et donc il y en a au moins, il y en a, mais au début et à la fin. Donc on va commencer par une femme. Alors je ne sais pas si on peut dire que c'est la première astronome, mais donc 2300 ans avant l'ère commune, parce que c'est la nouvelle dénomination, il ne faut pas qu'il y ait de religion dans l'histoire. Donc on a un nom, elle est Duana. On a même un visage. Et cette dame, c'était une grande prêtresse sumérienne de la Lune, poétesse. Et elle a surtout la particularité d'être le plus ancien auteur littéraire dont on connaît le nom et dont on connaît l'œuvre. Parce que l'avantage des Sumériens, c'est qu'ils écrivaient sur des tablettes d'argile et ça vieillit mieux bien que le papier. Ou le papier, ou quoi que ce soit. Donc ces tablettes, on en a des centaines qui ont été écrites par elle. Voilà, donc c'est des poèmes des prêtresses de la Lune, donc c'est des poèmes certains sur la Lune et les astres. C'était surtout pour commencer très loin, parce que finalement, on fait un bond, voilà, et il ne se passe pas bien grand-chose. Alors, c'est pas qu'il ne se passe pas grand-chose, c'est surtout qu'on n'a pas de nom. Donc on sait que les Égyptiens, 2000, 2500 ans, 3000 ans avant l'ère commune, s'intéressaient déjà beaucoup à l'astronomie, à répertorier les heures levées des étoiles, etc. Mais on n'a pas de nom. Et donc vu que moi c'est les personnages célèbres, je commence au 5e siècle, avant l'ère commune. Donc l'objectif d'astronomie au départ, c'était un moyen de compter le temps. C'était une préoccupation utilitaire et pragmatique pour l'agriculture, pour savoir quand est-ce qu'il fallait semer, etc. Mais aussi pour la religion, pour tous les rites religieux qui desservent à période fixe. Donc on a commencé à s'intéresser au moment d'apparition des étoiles, de lever des étoiles la nuit, etc., notamment les Égyptiens. Et ça donne des repères de l'année particulièrement précis. Donc les Égyptiens s'intéressaient beaucoup au lever de Sirius. Voilà, donc l'astronomie s'est développée jusqu'au 5e siècle, comme ça, pour des raisons utilitaires. Et puis, on va attaquer avec des noms bien connus. Donc des fameux Grecs qui s'intéressaient à plein de choses, à tout d'ailleurs. Et donc à l'astronomie. Donc le fameux Thalès de Milet, 625 à 547 avant Jésus-Christ. Il est considéré comme un fondateur d'astronomie. Il s'intéressait à il avait étudié un peu la petite ours, la façon dont elle tourne dans le ciel au cours de l'année. Et il a conseillé aux marins de s'en servir pour s'orienter. Donc ça, on reste dans le pratique. Et puis, il s'est amusé à évaluer le diamètre apparent du Soleil et la différence, les rapports qu'il y a entre le diamètre du Soleil et le diamètre de la Lune. Voilà. En fait, Thalès de Milet, son grand truc, en fait, c'est la proportion. Donc, il s'intéressait aux proportions de tout, et même du Soleil et de la Lune. Et il a été un des premiers à l'écrire, en tout cas, que l'année ne fait pas 365 jours, mais elle fait bien 365 jours, un quart. Alors, quelqu'un de considérable, malheureusement, il ne nous reste rien de lui. À part une vingtaine de fragments de grec, de poèmes, c'est ce qu'il y avait à l'écran avant qu'il y avait le truc. Ça a été le premier à affirmer que la Terre est sphérique et que pour lui elle était située donc au centre de l'univers. Et l'univers n'était pas grand à l'époque. Voilà, c'était donc la Terre sphérique. Il n'a pas fallu attendre Christophe Colomb. D'autres, bien sûr, des civilisations très anciennes, les Chinois. Alors c'est pareil, avant le 4e siècle, on n'a pas d'infos, on a des noms, les deux premiers dont on a les noms, Chichen et Gandé. Donc ces astronomes chinois, pareil, ils avaient divisé la sphère céleste en 365 degrés, un quart.
puisqu'elle s'est aperçue que la Terre décalait. Voilà. Et ça a été les premiers à faire un catalogue des étoiles. Change ta pile. Donc le fameux Aristote de Stagir, de 384 à 322 avant l'ère commune, donc l'élève de Platon, donc ce monsieur qui a compilé toutes les connaissances de son époque, et qui les a écrites, qui les a couchées sur papier. Donc il explique que la Terre est sphérique, et qu'il est absurde de la présenter comme un disque plat. Il tient cette conception de Eudoxe de Cnide, mais lui, Eudoxe de Cnide, lui, ne pense pas que c'est la réalité. Jusque-là, les scientifiques grecs faisaient des modèles, et ces modèles étaient juste des modèles pour faire des prévisions, des calculs. Mais il n'y avait aucun lien entre les modèles et la réalité. La réalité, elle appartenait à un monde des dieux, etc. Enfin, voilà, tout un tas de choses. Et les calculs, c'était juste pour pratique. Ça permettait de prévoir des choses. Qu'est-ce qui leur permettait de dire que la Terre était ronde? L'alternance des jours et de la nuit, c'est quand même plus simple si la Terre tourne sur elle-même face au Soleil. Les éclipses de Lune, l'ombre de la Terre sur la Lune, qui dessine toujours un bout de disque. Donc on peut dire que quelle que soit sa position. Voilà, mais ils avaient cette conviction. L'histoire après, il y a les voiliers à l'horizon, qui disparaissent, voilà, etc. Donc il y a plein d'indices qui font que, ils disaient, ça serait quand même plus simple. Et puis on avance toujours et ça finit jamais. Même s'ils n'allaient pas bien loin. Encore que, ils faisaient le tour de la Méditerranée, de la Grèce à l'Égypte, donc ça fait déjà un petit bout de chemin. Quoi. Et puis ils sont des deux côtés, ils regardent à... Voilà, donc Aristote, qui avait une grande estime de lui-même, il a introduit le fait que les sciences décrivaient la réalité. Ce qui est pas une bonne chose. Voilà. Donc ça impliquait ça dans les réflexions philosophiques jusqu'au XVe siècle. Donc il a fait ça entre autres comme Henry. Alors vu qu'on y est, on va continuer. Donc la cosmologie aristotélicienne conduit à concevoir le monde comme un tout fini et bien ordonné, où la structure spatiale incarne une hiérarchie de valeurs et de perfection. Donc il a associé les sciences à des notions de perfection, de beauté. Voilà, les orbites des planètes doivent être des cercles, parce que le cercle c'est parfait, etc. Et donc ça a introduit dans la pensée scientifique ces notions-là qui n'y étaient pas avant. Donc il a lié le monde des valeurs et le monde des faits. Et en science, c'est pas une bonne chose. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur Aristote. On va passer à Aristarque de Samos, alors lui aussi connu. 310 à 230 en l'ère commune. Donc lui, il affirme le premier vers moins 280 que la Terre tourne sur son axe et que la Terre tourne autour du Soleil. Donc là déjà, c'est pas mal. Il a mesuré par des méthodes géométriques le diamètre de la Lune et du Soleil par rapport à celui de la Terre et la distance Terre-Lune et la distance Terre-Soleil. Donc il a utilisé des systèmes géométriques simples, particulièrement ingénieux. Voilà, donc lui aussi a bien fait progresser. Cette idée, déjà la première idée, c'est l'échelle des dimensions de ce qui nous entoure. Parce qu'on avait beaucoup de mal à donner une dimension à la Terre, la distance des planètes, la distance des étoiles. On pensait que les étoiles étaient vraiment, par rapport à ce qu'elles sont réellement, la pensée c'était qu'elles étaient vraiment proches, juste derrière les planètes, et les planètes très proches, juste derrière la Lune. Alors qu'on sait que... Voilà. Donc le fait de mesurer la distance Terre-Lune et Terre-Soleil, d'y donner une valeur, même si c'était approximatif, ça commence à donner une idée un peu dans quel monde on vit réellement. Alors le fameux Ératosthène de Cyrène, donc 276-194.
Donc lui, il a commencé à mettre au point des tables. Alors ça, la prévision des éclipses, c'était le Graal de l'astronome d'époque, parce que quand celui qui pouvait prévoir les éclipses, il était quand même, comme on dit aujourd'hui, c'est lui, il pesait, quoi. C'était la prévision qui semblait, ça semblait à tout le monde complètement aléatoire et imprévisible, et donc celui qui comprenait le système et qui pouvait prévoir les éclipses, il était bien vu par les rois et il se rapprochait un peu des dieux. Donc, il a démontré l'inclinaison de l'écliptique sur l'équateur, et il a trouvé la valeur de 23 degrés 51. Donc, lui, c'était un bel Ératosthène, bon, là, c'était un costaud. En mesure, en géométrie, voilà, en calcul, il y avait de bonnes idées aussi. Donc, il y a le fameux, c'était le premier à donner une approximation réaliste de la taille de la Terre. Donc, il a déduit la circonférence de la Terre à ce qu'on appelle le méridien, donc entre les pôles, d'une manière purement géométrique, parce qu'il avait observé, donc Jean-Paul a fait un truc là-dessus, avec l'ombre d'un piquet et la réflexion du soleil au fond d'un puits, au moment du solstice d'été. De ça, il a pu déduire que le même jour, à la même heure, il y avait une ombre à Alexandrie alors que le soleil était à l'aplomb dans le puits, vertical, et donc l'angle que ça formait, il a déduit que ça faisait 1/50e d'angle plein sur une distance de 5000 stades, 790 km x 50, 39 500 km. Alors, aujourd'hui, c'est magnifique, sauf qu'en fait, la stade, personne ne sait exactement combien elle arrivée. Donc, si on fait une stade de 790 km, ça fait pile le taf. Mais voilà, il y a un grand flou sur la taille. Il n'y avait pas bien de mètres étalons à l'époque, donc les stades. Voilà. Alors, un autre nom célèbre lié vraiment à l'astronomie. On a vu des noms célèbres qui sont pas mal liés aux mathématiques et à la philosophie. Donc là, on passe à Hipparque. Voilà, donc considéré comme le plus grand astronome d'observation de l'Antiquité, parce que lui, il a commencé à faire de l'astronomie pour les astres. Donc sortir juste de mesurer la Terre, sortir de la mesure. Il a voulu répertorier les astres autour de nous. Donc, il a mesuré vraiment le temps que la Lune a passé, le Soleil, et il a noté ces informations, et il a récupéré des observations effectuées pendant des siècles par les Chaldéens, toujours à l'Asie mineure, là-bas, sumériens, qui depuis 750 ans avant Jésus-Christ, notaient déjà, repéraient les heures de passage des étoiles ou des planètes, et les noter, et donc avec toutes ces informations accumulées, on peut en déduire des choses, ce que fera Kepler après plus tard avec les données de Tycho Brahe, mais voilà. Donc Hipparque l'a fait avec les données récupérées par l'Antiquité, depuis l'Antiquité. Et de ça, donc il en a déduit le mouvement des astres et la prévision des éclipses. La théorie des épicycles, bon, il n'a pas fait des trucs merveilleux, mais c'était le seul moyen qu'il ait trouvé pour faire correspondre une orbite circulaire avec le mouvement à observer des planètes. Voilà, il fallait ajouter des petites... Donc cette histoire des épicycles, c'est basé sur les travaux d'Apollonius de Perga. Et voilà. Donc il a fait des tables astronomiques, donc de prévision du mouvement des planètes, duquel on pouvait prédire certaines éclipses. Et de ça, voilà, on a mieux compris, autour de nous, le mouvement des planètes, comment ça se passait. Donc l'astronomie a fait une avancée considérable grâce aux travaux d'Hipparque. Alors bien sûr, le catalogue d'Hipparque, il y a une phrase de Pline l'Ancien, donc l'écrivain romain, qui nous explique sur l'importance du catalogue. C'est quand même magnifique, c'est quand quelqu'un, il y a un écrivain qui dit ça de vous, il osa ainsi faire quelque chose qui serait téméraire même pour un dieu, à savoir compter le nombre des étoiles à l'intention de ses successeurs, et réviser nommément la liste des constellations. Pour ce faire, il inventa des instruments qui permettaient d'indiquer leurs diverses positions et leur grandeur, de façon que l'on put découvrir facilement non seulement si certains astres périssaient et naissaient,
mais encore si l'un ou l'autre changeait de position ou était en mouvement, et aussi s'il croisait ou décroissait en grandeur. Il laissa ainsi le ciel en héritage à l'humanité, si l'on avait pu trouver quelqu'un qui était en mesure de revendiquer cet héritage. Voilà, donc Hipparque a catalogué le ciel, et le ciel connu de l'époque, tout simplement. Et ce catalogue, il a été utilisé jusqu'au XVIe siècle, par là, jusqu'à ce que quelqu'un fasse un mieux, et il a fallu attendre un moment. Puisque c'est un catalogue des étoiles à l'œil nu. Donc tant qu'on n'a pas trouvé un meilleur moyen que l'œil nu, on est resté sur ce catalogue, hein, plus au XVIe siècle que 250 ans avant Jésus-Christ, évidemment. Il n'y a pas la pollution. Pardon. Alors, il n'y avait pas encore d'éclairage public au XVIe siècle. Il a une BCE. Donc voilà, catalogue d'Hipparque, 850 étoiles, positionnées en longitude et latitude dans le ciel. Donc il avait aussi établi un système de base pour se repérer dans le ciel. Où est le zéro en latitude et le zéro en longitude, évidemment. Voilà. Donc, de ces observations d'Hipparque et de la position précise des étoiles, on a pu en déduire la précession des équinoxes, donc la variation d'inclinaison de l'axe de la Terre en ciel, parce qu'on s'est aperçu que le ciel, par rapport aux spécifications d'Hipparque, les positions d'Hipparque, se décalaient dans le temps, sur des centaines d'années. Voilà. On s'apercevait que les étoiles se déplaçaient dans le ciel par rapport aux données d'Hipparque. Et donc on en a déduit que... Et Hipparque s'en était aperçu, pardon, déjà. Oui. Voilà. Par rapport aux données qu'il avait récupérées qui avaient été récupérées par son prédécesseur, dont je vous fais qui avait récupéré lui-même d'Antiquité. Donc ces positions qui se décalaient du moment où ça se levait, dans l'année, etc. On s'est dit, il y a quelque chose de bizarre. Donc la réalité, c'est que le ciel se décale de 50 secondes d'arc par an. Et lui, en étudiant les données astronomiques qui avaient été récupérées, avant, il était arrivé à une valeur de 36 secondes d'arc, ce qui est quand même pas si mal. Il arrivait à une valeur de 1 degré tous les 100 ans, par rapport à la valeur de 1 degré tous les, je sais pas combien, un peu moins de 100 ans. Voilà, donc il avait déjà cette idée, la précision des équinoxes. Donc juste un petit truc, hein, l'inclinaison de l'axe de la Terre, il est tout le temps même autour du Soleil. Quand la Terre tourne autour du Soleil, pointe toujours dans la même direction, sauf que cet axe, au cours des années, il se décale légèrement, il décrit un mouvement comme le mouvement de la toupie. Voilà. On peut considérer que c'est une toupie qui tourne autour du Soleil, et en tournant, l'axe se modifie son déclinaison. De plusieurs, en fait, 23 degrés. De 25 degrés à peu près, quelque chose comme ça, en 20 000 ans. Donc c'est énorme, puisque c'est entre Vega et la petite ours. Donc c'est... voilà, dans 25 000 ans, là, le nord céleste, il sera sur Vega. Puisqu'on est pile à l'extrémité de la précession. Enfin, il n'y a pas d'extrémité, puis c'est un cercle. En ce moment, elle est à la côté de la petite ours qui nous semble être le centre du ciel. Claude Ptolémée, donc on passe après Jésus-Christ, donc un siècle à peu près après Jésus-Christ. Donc ça fait 300 ans après Hipparque. Alors Ptolémée, il refait une synthèse de l'astronomie avec les nouvelles connaissances qui ont été acquises. Mais voilà. Alors, ce qu'on sait, c'est que les écrits d'Hipparque, ils ont quasiment tous été perdus. Donc en fait, on n'a que des infos qui ont été récupérées, retranscrites par d'autres, etc. Notamment la civilisation arabe, qui a récupéré pas mal d'informations là-dessus. Mais les deux civilisations étaient tellement séparées à cette époque-là, que ça a disparu de nos radars pendant 1000 ans.
Donc, tout ce qu'on sait, c'est que, donc on connaît surtout les travaux d'Hipparque par Ptolémée, parce que Ptolémée n'a eu de cesse de féliciter Hipparque pour ses travaux avant. Et s'il l'a fait, c'est sûrement qu'Hipparque le méritait, parce que sinon Ptolémée aurait pu tout s'attribuer et personne n'aurait jamais rien su. Et on aurait pu, voilà, vu ses capacités, ça aurait très bien pu être lui qui l'avait trouvé. Mais non, donc il a bien truqué. Donc il a toutes les connaissances astronomiques de l'époque, elles ont été recueillies dans un ouvrage qui s'appelle l'Almageste, voilà, et qui représente la somme astronomique la plus complète qui nous soit parvenue aujourd'hui. Puisque là, on a les ouvrages originaux, traduits de maintes fois, mais voilà, de Claude Ptolémée. Donc, alors Claude Ptolémée, il est célèbre pour son Almageste, mais à mon sens, il devrait être encore plus célèbre pour quelque chose, c'est qu'il a inventé le cercle qui n'est pas tout à fait rond. Il a inventé un cercle à 3 centres. Donc on sent que c'est pas une mauvaise idée. Il comprenait bien qu'il y avait un problème avec ce cercle rond, enfin, ce cercle circulaire. Et donc, pour résoudre le problème, ils avaient inventé un système, enfin, Ptolémée a inventé un système avec le concept du point équant. Donc, la planète, donc l'orbite de la planète, le centre de l'orbite, c'est le point C. Donc, la Terre serait ici. Puisque, alors, je vous rappelle, l'idée, c'est que tout tourne autour de la Terre, hein, bien sûr, il faut se replacer dans ce... Donc, tout tourne autour de la Terre. On prend une planète, elle tourne autour d'un centre, ce centre, c'est pas la Terre. Donc, la Terre, elle n'est pas au centre de la planète. Donc, déjà, on sent l'idée de l'ellipse, là. Mais... Et plus fort que ça, la planète ne tourne pas non plus autour de ce centre. Elle tourne autour d'un point Q, appelé point équant, de telle manière que l'angle PQA, cet angle-là, il évolue d'une quantité égale en des temps égaux. Tiens, Kepler. Donc l'idée, alors c'est l'angle, là c'est l'angle, et c'est pas une ellipse. Mais le mouvement égal en un temps égal, l'idée elle est quand même là, quoi. Donc Kepler n'a pas pondu de rien. Voilà, que dire de plus après, bon, ce point équant, donc le point équant, c'est le point par rapport auquel le mouvement est uniforme. Donc le mouvement est circulaire par rapport à C et à vitesse uniforme par rapport à Q. Et la Terre est à côté. Le truc, la particularité de ce système, c'est que ces deux distances sont égales. Voilà. Mais voilà, surtout, ça fait penser à ce système des ellipses. Et à cette règle, à cette deuxième loi de Kepler. Voilà. Seulement voilà, à l'époque, l'idée, c'est ça. Donc on est toujours avec le système de Ptolémée, les déférents, les épicycles, et donc la planète tourne avec un système comme ça, pour que ça explique que la façon dont on voit les planètes, puisqu'elles ne tournent pas autour de la Terre, mais qu'ils veulent qu'elles tournent autour de la Terre. C'est comme ça que ça complique un peu les choses. Donc là, c'est que la première complication. Comme quoi, quand on veut... vous voyez Aristote, on voulait faire correspondre la réalité à un modèle, à un idéal. C'est pas Aristote qui a eu cette idée, hein. Il y en a d'autres qui voulaient. Voilà. Donc Ptolémée, il a pondu son modèle géocentrique. Ça a été le premier à vraiment le schématiser, le symboliser dans son entier. Donc avec les différentes couches, hein, la Terre, la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, plus loin Mars, Jupiter et Saturne. Ensuite le firmament qui porte les étoiles. Et après, la sphère immobile. Voilà, présentation de la Terre, pas mal. Hein. Ben non, mais c'est parce que ça c'est une copie qui a été faite d'après. Vous ne connaissez pas l'Amérique. Ça a été fait après. Donc là, ça s'arrête. Voilà, ça fait une pause par là du côté européen. Parce qu'il y a une grosse pression de la religion pour qu'on ne cherche pas trop.
Là, pour des raisons d'Aristote, parce que la religion s'est emparée des écrits d'Aristote, qui était la Bible, laïque. Donc, il ne fallait pas toucher à ça. Mais eux, les Arabes, pendant ce temps, ils s'en foutaient. Donc, c'est passé chez eux. Ils avaient récupéré des infos du monde antique. Donc, dans le monde arabe, ils ont récupéré le savoir grec, et pendant ce temps-là, ils sont repartis de leur côté, eux, avec leur façon à eux de voir les choses. Qui valait bien à d'autres, largement. Donc, quelques noms qui sont restés. Alors, évidemment, on ne les connaît pas. Enfin, à part ceux qui s'intéressent au sujet, mais voilà. Donc, autour du 8e siècle, Abou Mazar et Abd al-Rahman al-Soufi, vers 900-986. Donc, c'est des gens qui ont fait qui ont fait des progrès d'astronomie. Donc, très grands mathématiciens arabes et observateurs à l'astronome. Donc, voilà, il y avait là aussi une volonté de trouver un modèle mathématique ou géométrique qui correspond bien à la réalité pour prévoir la position des planètes, du ciel, des éclipses, etc. Alors, un qui a beaucoup marqué, c'est Al-Biruni, vers l'an 1000. Donc, il se dit, la Terre a une force d'attraction sur les corps. Donc ça aussi, il faudra attendre Newton pour en reparler. Donc c'est 700 ans quasiment avant Newton. Il a calculé le rayon de la Terre. Il a trouvé la valeur de 6339,6 km, alors qu'en réalité, c'est vu que la Terre est aplatie, c'est entre 6357 et 6378, donc il y avait une erreur de 0,5%. Et on s'est servi de ça pour tous les calculs, tous les trucs pratiques, jusqu'au XVIe siècle, et c'est sûr que ça n'avait pas posé des gros problèmes à l'époque. Avec une erreur de 0,5%, on devait bien s'en sortir. Même aujourd'hui, personne ne connaît à peu près. Il y a peu de gens qui connaissent le rayon de la Terre et qui s'en servent tous les jours pour calculer quoi que ce soit. Et lui aussi s'intéressait au fait que la Terre tourne sur elle-même. Voilà. Et comment démontrer ça Donc Nazir ad-Din al-Tusi vers le XIIe siècle et Ibn al-Shatir vers le XIIIe. Donc c'est des astronomes perses ce coup-ci. Donc on revient un peu au berceau de l'humanité du truc. Donc eux ils ont modifié le système de Ptolémée et ils ont remplacé le système des écarts par un système plus élégant et précis, suffisamment précis pour prévoir les éclipses. Et donc c'est de ce système de Al-Tusi et Al-Shatir que Nicolas Copernic s'inspirera pour faire son système. Voilà, parce qu'il y avait quand même, alors je ne sais pas comment, mais il y avait quand même des échanges culturels, de l'information entre la civilisation arabe et... Alors là à cette époque-là, si je ne dis pas de bêtises, les Arabes avaient envahi une partie du sud de l'Europe. Hein. Donc en fait, ils propageaient leurs idées ardipti, donc je pense que voilà. Voilà, oui. Par l'Espagne et par la Turquie, enfin voilà, la Grèce et tout, toute la Grèce et tout, est envahie par tout le Moyen-Orient, le sud de la Russie, tout ça. Alors là, on repasse en Europe avec un bond considérable de nouveau, Nicolas Copernic, autour du XVe siècle. Donc il était astronome, chanoine, médecin, mathématicien et polonais. Donc c'était un fils unique d'une famille de riches bourgeois. Alors, à cette époque-là, aujourd'hui on se dit « Ah, mon fils est parti faire ses études en Italie, c'est la folie quoi ». Et bien là, on est au XVe siècle, le gars... Oui c'est ça, c'est bien lui, des fois je me comprends avec ça. Ah. Il s'inscrit à l'université de Cracovie en 1492, il suit un cursus classique, donc le trivium, grammaire, rhétorique, dialectique, et le quadrivium, donc littéraire et scientifique, et musique. C'est ce que ça veut dire. Et puis, il quitte l'université, il dit « Papa, maman, j'en ai marre ». En 1496, il n'avait pas fini, donc il n'a pas son diplôme. Il part en Italie, à Bologne. À Bologne, il va s'intéresser à l'astronomie, il devient l'assistant de Domenico Maria Novara.
Et ce monsieur qui s'intéresse aux corrections des données de Ptolémée. Donc sans arrêt, on prend les données du précédent et on les vérifie et on les reconfronte à la réalité et on se dit, alors il y a une imprécision pour ci, je vais essayer de trouver pourquoi, et ainsi de suite. Donc ça passait, les gens passaient leur temps à brasser les données et à les corriger. C'est ce qui fait avancer le chemin de vie, quoi. On a un modèle, on a la réalité, on confronte les deux, puis on essaye d'approcher le modèle de la réalité. Donc parallèlement à ça, parce qu'il s'embêtait un peu à juste faire de l'astronomie, de la géométrie, de la musique, il étudie aussi le droit et la médecine et le grec. Donc on sait que la première observation qui lui soit associée, elle date du 9 mars 1497. Donc il a observé la Lune qui occultait Aldébaran. Donc il s'est intéressé aux occultations d'étoiles par le truc, ce qui donne des indications sur les vitesses de déplacement. Quand on commence à cacher l'étoile et quand ça ressort, combien de temps ça a mis, etc. Voilà, donc il était bien occupé ce monsieur, donc il était à Bologne. En 1501, il revient en Pologne et il devient chanoine du chapitre de Frombork. Mais il dit, attendez, je voudrais bien finir mon cursus, mais à Padoue. Donc il repart. Donc il ne prend pas son chapitre, donc son diocèse en gros. Il ne prend pas son diocèse tout de suite, il dit je finis mes études, il part à Padoue et il a un diplôme de docteur en droit canon, voilà, en 1503. Donc il est diplômé bien, tout le tour. Donc il revient et il vient s'occuper de son chapitre de Frombork qui ne devait pas. Voilà. Mais, et donc il écrit son œuvre maîtresse. De Revolutionibus Orbium Celestium, il y a en 1543, de la révolution des orbes célestes. Et donc là, dans son fameux livre, il a disposé le soleil au centre de l'univers, Badaboum. Donc en plus c'est un religieux, hein, chanoine, un peu religieux. Et lui, paf, il met le soleil au centre de l'univers. La Terre a deux mouvements. Elle tourne sur elle-même et elle tourne autour du soleil. Ça explique le mouvement des jours et des nuits, ça explique le déplacement de la sphère, enfin, le non-déplacement de la sphère des étoiles, d'une certaine façon, et la révolution annuelle du soleil, de la Terre autour du soleil. Par contre, toutes les planètes, alors, le soleil fait de la Terre une planète, toutes les planètes tournant autour du soleil. Ouais. Non, mais j'attendais un autre truc, il y a un truc bizarre à un moment, mais c'est pas celui-là. Donc là, on a le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne. Voilà, tout va bien. Avec la petite lune autour de la Terre. Donc ça, c'est le modèle. Ah, oui, pardon. Donc Copernic, son modèle, c'est le bon. Jusque-là, tout va bien. L'avantage qu'il a, c'est qu'il publie ça, mais il est mort. Donc l'Église peut s'énerver. Ils ne le retueront pas une deuxième fois. Par contre, Giordano Bruno. Alors là, un phénomène. Giordano Bruno, c'était quelqu'un, voilà, c'était certainement un génie, mais il avait quasiment des vies, c'était mystique quasiment. Donc il avait des visions, des idées, il a pondu des phrases insensées qui se révèlent vraies, voilà, a posteriori, mais il n'expliquait pas, il sentait les choses. Après, il était, voilà, quand même, il a des bases mathématiques, etc. Mais... Donc il a pondu plein de choses en astronomie, en physique, en philosophie. Il s'intéresse aussi, alors, côté scientifique, et après, côté sombre, Giordano Bruno, astrologie, occulte, magie noire. Donc c'était un personnage compliqué, Giordano Bruno. Donc évidemment, il adhère contre les idées d'Aristote, très bien, à la cosmologie de Copernic, à l'héliocentrisme, mais il va plus loin. Il n'y a pas de centre. Il n'y a aucun astre au milieu de l'univers, parce que celui-ci s'étend également dans toutes ses directions. Chaque étoile est un soleil semblable au nôtre, et autour de chacune d'elles tournent d'autres planètes, invisibles à nos yeux, mais qui existent. Voilà. Donc lui, l'univers est infini, et il y a une infinité d'étoiles avec des planètes autour. Donc là, le mythe de l'homme au centre de l'univers, bim. Il n'avait peut-être pas rajouté, mais à mon avis, il pensait qu'elles étaient peuplées. Comme ça. Alors, malheureusement, là, lui, il a fait ça de son vivant, et puis, il ne fermait pas sa gueule.
Donc le 20 janvier 1600, donc l'année 1600 aura été sa dernière année, le pape Clément VIII ordonne au tribunal de l'Inquisition, parce que c'est un tribunal impartial comme on ne parle pas, de prononcer son jugement pour le déclarer hérétique et le condamne à être puni selon la forme usuelle, avec autant de clémence qu'il se pourrait et sans répandre de sang. Donc pour faire ça, la meilleure méthode, c'est brûler vif. Alors lui, quand on lui a dit ça, il a répondu: vous éprouvez sans doute plus de crainte à rendre cette sentence que moi à la recevoir. Vif. Et alors, vu qu'il ne voulait toujours pas fermer sa gueule, le 17 février 1600, sur le fameux Campo dei Fiori, il est livré vivant aux flammes devant la foule des pèlerins. Il est nu et on lui a cloué la langue sur un bout de bois. Comme ça, il ne peut plus raconter dans la vie. Donc voilà, ça n'a pas été le seul. Hein. Il y en a eu toute une flopée. Voilà, donc après... Alors là, on va passer avec... on change un petit peu. Alors, même si on ne bouge pas beaucoup dans le temps, on passe à d'autres personnages. Là, c'est la science. Voilà, donc vers 1546 jusqu'à 1600, Tycho Brahe, donc c'est astronome officiel. Donc lui, il avait des moyens considérables. Il s'était fait construire un observatoire de fou, financé par l'empereur du Danemark, le roi du Danemark. Donc il construit des instruments. Donc c'était quelqu'un qui avait un gros sens pratique, une capacité d'observation, une rigueur extraordinaire. Donc il arrive à faire des mesures avec une précision de 2 minutes d'arc, 2 minutes de degré. Donc il a effectué des observations du Soleil, de la Lune, des planètes, des étoiles pendant 30 ans. C'est là qu'il s'est aperçu qu'il y avait des erreurs dans les tables d'éphéméride de tous les autres avant, Ptolémée notamment, etc. Donc lui il a corrigé, il notait avec une grande précision. Il a observé la supernova de 1572, qu'on connaît parfaitement bien et qui est parfaitement bien passée. Et donc c'est un des pions qui a remis en cause l'immuabilité de la sphère des fixes d'Aristote et de Ptolémée. Il a observé une comète en 1577 qui n'était pas sur le plan de l'écliptique. Et donc là, voilà, donc on s'est aperçu, on a réussi à calculer sa trajectoire. Et sa trajectoire, elle ne pouvait pas être dans le monde sublunaire. Donc gros problème avec le système géocentrique. Il n'a quand même pas pu mesurer la parallaxe annuelle des étoiles, donc j'en parle un petit peu après, ce que c'est pour... Et alors, pour résoudre ce problème, il a inventé un système géo-héliocentrique. Il était torturé, quand même, ce problème. Donc, le Soleil, la Lune et les étoiles tournent autour de la Terre, et les autres planètes tournent autour du Soleil. Ah là, ça fait un truc, attention, pour les calculs, accrochez-vous. Ça fait un machin comme ça. Donc on a la Terre, avec la Lune et le Soleil qui tournent autour, et après, tout tourne autour du Soleil. Donc tout tourne autour du Soleil, qui lui-même tourne autour de la Terre. Parce que, alors, ce qu'il faut... Le gros problème, en fait, c'est, à mon avis, mais je peux me tromper, le gros problème qu'ils avaient, par exemple, c'était le phénomène de l'orbite rétrograde de Mars. Ah, ça, c'était un truc à s'arracher. Vous observez la position de Mars dans le ciel, elle avance, elle commence à faire une boucle, elle repart, et le truc. Et bien, pour expliquer ça, voilà, accrochez-vous. Et à mon avis, voilà, c'est ça qui est à l'origine de cette idée de tous ces systèmes dépressifs, de trucs, parce qu'il n'y a pas moyen de comprendre pourquoi les planètes intérieures, pourquoi les planètes extérieures ont ces orbites rétrogrades. C'est un truc. Alors, vu que Mars, elle est très près de la Terre, et voilà, c'est vraiment flagrant, et pour expliquer ça, c'est vraiment pas évident. Alors là, voilà, encore un système. Tycho Brahe, voilà, il était très très bon en observation et voilà, pour répertorier ce qui se passait. Après, il n'a pas eu la fulgurance qui a fait que truc. Mais heureusement, c'est pas lui. Alors lui aussi, je vais le déglinguer un petit peu. Non, alors voilà, Galilée, il y a un musée magnifique à Florence qu'il faut aller visiter. Galilée, il a eu des bonnes idées, des très très bonnes idées, des très bonnes expériences. En astronomie,
il a pas fait, il a eu l'idée de prendre une lunette et de regarder le ciel avec. C'est essentiellement ça, hein. Sa contribution à l'astronomie. Voilà, c'est essentiel. Alors après, il y a eu le fameux procès avec où il défendait les idées, mais c'est pas des idées à lui. Il défendait les idées de Copernic, comme quoi la Terre était au centre du truc et compagnie. Ça lui semblait une bonne idée. Mais voilà. Donc il est professeur à l'université de Padoue. Et donc il enseignait le système de Ptolémée, alors que lui était un fervent croyant de Copernic, mais il n'était pas bête comme, comme Giordano Bruno qui ne voulait pas lâcher l'affaire et qui a préféré mourir que de renoncer à ses idées. Lui, il n'a pas voulu faire ça, et on peut le comprendre. Ouais, il est resté en prison blanche. Ouais, c'était une prison dorée parce que... Il est au frais. Pendant son procès, il est resté un peu au frais. Après il avait 70 balais, il était à moitié aveugle, donc il les enfermait, c'était passé. Hein? Non mais c'était le pote du pape. Hein? Donc, plus vers la fin. Ah ben vers la fin, il était moins pote du pape parce que... donc surtout le pape était plus son pote. Donc voilà, l'idée c'est qu'il a découvert l'existence d'un lunette fabriquée en Hollande par Zachary Janssen et Hans Lippershey, qui fabriquaient des lunettes d'observation terrestre, surtout à usage militaire. Ça permettait de voir arriver les ennemis de plus loin. Et lui, pour la première fois, il a eu l'idée de regarder le ciel avec, et il s'est exclamé que plus on voit des étoiles, plus on regarde, plus on en voit. Donc il est arrivé à faire une lunette qui grossissait à peu près 20 fois, ce qui est pas si mal. Mais bon, voilà. Ça ne devait pas être extraordinaire. Moi, voilà, au musée Galilée, il y a une de ces lunettes. Quand on voit le machin, on se dit que ça ne devait pas être facile pour voir dedans. Voilà. Mais quand même, il a fait des descriptions sur votre lunette, etc. Donc, après plein d'essais, il arrivait bien. Donc il a découvert le relief lunaire, les taches solaires, donc je ne sais pas comment ils s'en protégeaient, avec des verres fumés, certainement, des choses comme ça. Il a déduit que le soleil tournait sur lui-même en 25 jours. En 1610, c'est les fameux croquis dans son... Voilà, parce qu'il faisait des croquis dans un carnet. Et il observe Jupiter et il voit les satellites de Jupiter qui sont... Prenez des jumelles, on voit les satellites de Jupiter, et on les voit d'un coup d'un côté, un coup de l'autre. Et ça l'a travaillé pendant un moment, il a noté ça, il l'a observé pendant plusieurs jours, qu'est-ce qui se passait, etc. Il n'en a pas déduit grand-chose de spécial, mais c'était le premier à le faire. Premier à observer les astres avec une lunette, on ne peut pas le nommer ça. En 1610, il écrit donc son fameux ouvrage Le Messager des astres. Et puis, donc là tout va bien, hein. En plus c'est un grand protopape, jusqu'à ce qu'il écrive son dialogue sur les deux grands systèmes du monde, où il pousse, c'est-à-dire qu'il fait son dialogue, mais quand même dans son dialogue, il se fout un peu de la gueule de ceux qui sont de l'idée d'Aristote et de l'Église. Et alors, il le fait en essayant de rester à la limite où ça, on ne peut pas lui le reprocher, mais avec un tribunal d'inquisition, c'est pas facile de rester à la limite, parce que c'est lui qui l'a fixé la limite. Donc. Voilà. Donc il est quand même bien embêté avec ça. Donc même s'il ne prend pas parti en théorie dans son livre, les gens comprennent bien qu'il a pris parti. Et voilà. Donc il y a son fameux procès. Donc le livre est publié en 1632. Et il y a son fameux procès et son abjuration pour garder la vie en 1633. Voilà, donc on lui doit la construction des lunettes, l'idée de la tournée vers le ciel, des observations, les premières observations des astres, Jupiter, Saturne. Notre Saturne, il n'a pas compris aussi, il n'a pas réussi à comprendre ce que c'était, mais c'est pas évident. La qualité de son observation, c'était pas suffisant. C'est pas gros Saturne, même dans une très bonne lunette, dans un télescope. C'est un petit point avec un anneau. Enfin, on sait que c'est un anneau, mais sinon, on peut se demander. Donc, sur un truc qui est un peu flou, un peu tordu. Voilà. Il avait un esprit très brillant, et donc il s'est servi de ça pour défendre le modèle de Copernic et pousser à l'adoption de ce système héliocentrique. Non, mais c'est pour voir en fait. C'est pour voir où on en est. Alors là, pour faire plaisir à Michel. Oui, c'est vraiment. Alors, Johannes Kepler,
Donc quelqu'un qui a travaillé avec Tycho Brahe, sur la fin de la carrière de Tycho Brahe, Johannes Kepler est venu l'assister. Et ça a permis, alors, l'historique de Johannes Kepler, donc vers 1571-1630, donc là c'est pareil, hein, Galilée, 1609-1610, il regarde le ciel avec une lunette, 1633 il abjure. En 1633, Kepler est mort. Donc Kepler, il pond son truc, pendant que Galilée regarde le ciel. Donc voilà, selon moi, c'est quand même une autre. Voilà, je ne veux pas enlever le mérite de Galilée, mais le grand progrès de l'astronomie, c'est pas comparable, quoi, quand même. Il a quand même utilisé la lunette et Oui. Oui. Il a quand même utilisé les lunettes qui étaient voilà, à la mode à cette époque-là, en plus, bien sûr. Mais, ouais. Et puis ça a permis d'améliorer les observations grandement. Donc, c'était un élève brillant, et il est devenu professeur de mathématiques en 1594, donc à 23 ans. Il a pour maître en astronomie Michel Meslin, qu'il a initié au système de Copernic, donc ça se diffusait dans les cercles autorisés, comme il est fait. Et Kepler publie en 1596 ses théories des orbites des planètes, liées aux 5 polyèdres réguliers d'Euclide. Alors là, Aristote. Il fallait que les orbites rentrent dans les fameux polyèdres réguliers. Donc je vous passe, s'il y en a qui, voilà, si ça intéresse certains, vous pouvez regarder. Il y en a 5. Qui ont cette particularité. Poincaré s'intéressait encore à ça, donc c'est un truc qui a titillé le monde un peu. Pourquoi il y en a que 5 ? Donc du fait de ces théories sur les orbites des planètes, machin, il commence à être connu en astronomie. Tycho Brahe se dit, ça serait intéressant de l'avoir à mes côtés. Donc Tycho Brahe le récupère à Prague vers 1600 et lui confie l'étude de l'orbite de Mars. Et voilà, un cadeau pour donner. Seulement voilà, Kepler. Donc Tycho Brahe meurt, guerre après. Hein. Et Kepler donc récupère en partie l'observatoire, pas tout à fait, hein, parce qu'il n'arrive pas à conserver l'observatoire. En plus, c'est trouble politiquement à l'époque. Enfin, l'Europe à cette époque-là, ça allait et ça venait. Hein. Des guerres de religion non-stop, des guerres entre pays en plus, ça n'arrêtait pas. Donc, quand on était copains du roi du Danemark, ça durait 30 ans. Alors, à partir des observations de Tycho Brahe, il calcule la fameuse position du point écam de Ptolémée. Mais avec les positions de Mars scrupuleusement relevées par Tycho Brahe, il y a des écarts de 8 minutes d'arc. Et donc, l'orbite ne peut pas être circulaire avec un point écam. Il n'y a pas à tortiller. Donc, c'est lui le premier qui dit, eh bien, si elle n'est pas circulaire avec un point écam, il y a bien un foyer qui n'est pas au centre, mais ce n'est pas un cercle, c'est une ellipse. Voilà, donc la première loi de Kepler, les planètes décrivent autour du Soleil des ellipses, dont ce dernier occupe l'un des foyers. Et en 1609, donc pendant que Galilée regarde le ciel, Kepler publie ça. Il publie un premier état de ses découvertes qui s'appelle l'astronomie nouvelle. La deuxième loi, donc le rayon planète-soleil-terre balaye des aires égales pendant des durées égales. Donc là, toujours sur les idées de Ptolémée, avec l'histoire du point écart et de la vitesse de l'angle uniforme. Donc lui, en fait, s'aperçoit que ce n'est pas l'angle uniforme, c'est l'air qui est balayé. Donc il corrige le truc. Et la troisième loi, le carré de la période de révolution qui est proportionnel au cube de la distance au Soleil. Voilà, ça explique pourquoi la distance est en rapport avec le temps de révolution autour du Soleil. C'est que cette constante donne la position des planètes en fait autour du Soleil. Quand on a calculé cette constante pour une ou deux ou trois planètes, on peut en déduire à quelle distance sont les autres. Puisqu'on peut facilement mesurer la durée de révolution. Facilement. Donc il avait écrit sa propre épitaphe, et c'est là qu'on voit que ce n'était pas un idiot. Je mesurais les cieux, je mesure maintenant les ombres de la terre. L'esprit était céleste, ici gît l'ombre du corps. Donc c'est ce qui est écrit sur sa tombe, toujours. Personne ne l'a enlevé.
Hein? C'est pas lui qui l'a gravé, par contre, non, je pense que là... Encore qu'il pouvait le graver avant, mais... C'est qui l'a envoyé? C'est qui l'a envoyé? En Pologne. Non. C'est un truc, c'est un coin qui on n'a pas su à quel pays ça appartenait, mais c'est en République tchèque, chose comme ça. Je crois qu'il y a une histoire là-dessus sur la position de sa tombe qui a. Ouais. Il me semble bien. Mais elle est connue sa tombe. Sa tombe a peu bougé, mais les frontières ont changé. Alors après Kepler, la pointure des pointures, Isaac Newton. Donc guerre après, c'est vraiment là une période... Ratisbonne. En Allemagne. Ratisbonne. En Allemagne, voilà. Mais à l'époque, ça faisait partie de la... La Prusse. Ouais, c'était pas la Prusse, non mais c'était... je crois que c'était tchèque à l'époque. Et voilà, oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il a été enterré dans son pays, mais maintenant c'est plus son pays. Donc Isaac Newton, esprit extrêmement brillant et tourmenté. Voilà, donc il a obtenu, donc c'était vraiment un génie au sens génie du truc, quoi. Il a obtenu la chaire de professeur lucasien de mathématiques à l'université de Cambridge en 1669 à 26 ans, et il est devenu membre de la Royal Society à 29, en 1672. En 1684, donc, rencontre avec Edmund Halley, qui est la comète, hein, qui est un astronome immensément connu, c'était le dieu de l'astronomie. Il rend visite à Newton pour discuter avec lui du problème des planètes. En fait, pourquoi les planètes tournent autour du Soleil et pourquoi elles y restent? C'est ça le problème des planètes. Et alors, il vient discuter avec Newton, et alors Christophe Wren, voilà. Alors Christophe Wren, architecte, mathématicien, astronome, là aussi c'est du lourd, hein. Vous réalisez, c'est lui qui a dessiné les plans de la cathédrale de Londres, Saint-Paul de Londres, et de tout un tas de choses. Ouais, il y avait quelques personnages là, donc un des membres fondateurs de la Royal Society, il avait proposé de faire cadeau d'un livre à Edmund Halley, au physicien Robert Hooke, s'il pouvait résoudre le problème des planètes. Et aucun d'eux de trouver de solution. Halley va voir Newton. Et Newton lui dit, mais en fait, c'est ça que je me suis aperçu qu'il y a sûrement une force qui relie le Soleil et les planètes et qui est proportionnelle à l'inverse des carrés des distances. Alors là, l'autre, il y en est pas bas. Et mais Newton lui dit, mais bon, j'ai pas rédigé la preuve ou quoi que ce soit, c'est sûrement une idée que j'ai eue. L'autre lui dit, mais si tu peux me l'envoyer, me donner la preuve de ça, enfin tes calculs et me l'envoyer. Ok. Donc Newton écrit le truc qui démontre rien du tout, mais qui explique que ça marche, que ça correspond à la réalité, et c'est et il lui fait parvenir un petit traité. Et allez, il voit le traité, et il se dit là, on est tombé sur du lourd. Et il dit à Newton, toutes tes petites pensées que tu as comme ça, c'est un vrai bouquin. Donc Newton écrit un livre, la Royal Society te le publiera, sauf que la Royal Society ne publie rien du tout, mais Halley, qui avait 2-3 sous, a payé le livre sur ses propres deniers. Donc en 1687, donc 4 ans plus tard, ou 3 ans même, l'ouvrage est terminé et imprimé, et il paraît sous le fameux titre Philosophia Naturalis Principia Mathematica, le principe mathématique de physique. Philosophia Naturalis, en fait c'est ce qu'on appellerait physique aujourd'hui. Donc c'est un des livres les plus importants de l'histoire de l'humanité. Donc le livre 1, il est consacré à l'étude des mouvements des corps soumis à l'action d'une force centrale, dans le cas où sont en vide parfait. Dans le livre 2, il passe aux choses compliquées. Qu'est-ce qui se passe si on fait la même chose dans des fluides? Donc, il commence à s'intéresser à la mécanique des fluides. Dans le livre 3, qui s'appelle le système général du monde. Donc là, c'est une idée
globale de comment le monde entier fonctionne autour du Soleil, de la Terre, toute l'organisation des planètes, etc. Et alors là, c'est pas juste des élucubrations, c'est maths, machin, des maths qu'il développe lui-même d'ailleurs. Il développe les mathématiques pour résoudre les problèmes qu'il rencontre. Donc, équations différentielles, tout le merdier. Il part des Grecs et il monte plus haut qu'on en est aujourd'hui, 99% de la population. Donc, en 1704, il publie un livre qui s'appelle Optics, et là, voilà, la lumière. Donc, il décrit la lumière, le fonctionnement de la lumière, qu'elle est composée de différentes longueurs d'onde, etc. Voilà, donc ensuite, alors, il écrit un bouquin spécifiquement sur les maths qui s'appelle Arithmetica Universalis. C'est voilà, un ouvrage majeur sur les mathématiques qui est d'un niveau déjà considérable. Alors ce livre, pardon, c'est pas lui qui le publie parce qu'il veut pas. Il considère que c'est pas utile, mais c'est un de ses collègues, William Wheatstone, qui a remplacé Newton à la chaire de mathématiques et qui dit ben moi je le publierai. Et Newton ne donne pas son accord, donc il le publie quand même. Parce qu'il s'est aperçu qu'il y avait tellement de... C'était une telle mine d'informations. Enfin... Voilà, à côté de ça, donc là, Newton machin, à côté de ça, il fait des dépressions pendant des années, où il a à mourir quasiment. Il ne mange plus, il ne se soigne plus, rien du tout, il couche par terre pendant des semaines. Quand il va bien, il s'occupe de maltraiter des gens. Donc il a un pouvoir considérable parce que c'était un génie de son vivant. Donc il savait qu'il était génial, tout le monde savait qu'il était génial, et on lui confiait des tâches importantes. Donc il a la fausse monnaie. Donc il avait un problème de fausse monnaie incroyable. Alors lui il a trouvé un système, c'est que les gens rognaient les pièces étaient en or ou en argent, elles avaient leur valeur intrinsèque en métal précieux. Et donc les gens rognaient les pièces, ils récupéraient l'or ou l'argent, ils leur fondaient. Donc les pièces, elles allaient en diminuant, quoi. Et alors vient Newton, qu'est-ce que tu pourrais faire? Newton il dit c'est facile, il n'y a qu'à mettre hors bord aux pièces. Comme ça, quand on le rognera, ça se verra. Et celui qui s'échauffe en train de rogner, il aura affaire à moi. Et là, Newton il s'occupait de leur cas. Donc il a arrêté le problème de la fausse monnaie en Angleterre. Mais il y a eu des dégâts. Voilà, donc il s'occupait des problèmes de collecte d'impôts pour pas que les gens trichent sur les impôts. Il trouvait des systèmes pour résoudre tous les petits problèmes concrets comme ça. Il ne faisait pas que du haute sphère de la théorie. Hein. Il faisait du problème concret quotidien. Voilà. Et il s'en occupait avec... il ne vivait que pour son travail. En fait. C'était un fou. Vraiment, c'était quelqu'un qui était... Quand il se concentrait sur un sujet, il faisait ça jour et nuit, jusqu'à ce qu'il trouve le problème. Ah, mais à en mourir quasiment. Donc il était obsessionnel complètement. Enfin, il a eu le temps de trouver le livre. Mais voilà, alors il avait ce problème psychiatrique quasiment, mais à côté de ça, quand il était venu, voilà, il a pondu des trucs incroyables. Alors, d'autres découvertes, alors l'astronomie, plus ça va, et plus l'astronomie se rapproche de la physique, quoi. Donc là, il y a des moments où j'avais du mal à savoir si j'en parlais, si j'en parlais pas. Donc j'ai essayé de garder quand même des gens qui se rattachaient vraiment à l'astronomie. Donc là, on attaque un autre truc, c'est la lumière. Donc la lumière en astronomie. Donc Ole Christensen Romer, 1644-1710. Donc ce monsieur, en 1776, il s'intéresse aux éclipses du satellite Io de Jupiter. Donc on est 67 ans après Galilée. Donc c'est pas... Là, ça avance, ça se bouscule. Et ces éclipses, elles ne se produisaient pas au bon moment. Donc elles étaient tantôt à l'heure prévue, enfin, rarement, tantôt en avant, tantôt en retard. C'était incompréhensible. On n'arrivait pas à expliquer pourquoi il y avait ces problèmes. Ah, Io effectue une révolution autour de Jupiter en 1 jour 77, et avec ça, on en disait patati patata. Et alors, il s'est aperçu que pour expliquer ce problème, quand la Terre et Jupiter étaient proches ou quand ils étaient loin, je vais vous rattraper, donc il a réussi à prévoir qu'en septembre 76, 1676,
l'éclipse d'Io, prévue le 9, elle se ferait avec 10 minutes de retard. Et ça a marché. Et alors, il a fait un compte-rendu d'un journal des savants du 7 décembre. Et son explication, elle est fondamentale aussi pour l'astronomie, c'est que la lumière, elle a une vitesse finie. Et il a déduit il a trouvé qu'il fallait 22 minutes à la lumière pour parcourir une distance égale au diamètre de l'orbite de la Terre, donc 2 unités astronomiques. Donc on ne savait pas exactement à l'époque le diamètre de la Terre, donc il y a des imprécisions. On sait aujourd'hui que c'est pas 22 minutes, mais c'est que 16. Et donc lui il était arrivé à une vitesse de la lumière de 220 000 km/s, soit une erreur de 26%. Mais une erreur de 26% en ne connaissant pas le diamètre de l'orbite terrestre, etc., c'était déjà voilà, une bonne approximation. Et puis ça surtout, ça a fixé le fait que la lumière avait une vitesse. Finie, et plus tard, on va voir, immuable, dans le vide. Et voilà. Mais ça, c'est une découverte considérable, et alors que personne ne connaît Rodin. Donc j'ai trouvé intéressant d'en parler. Alors un autre qui est très connu, le fameux Furet des comètes, Charles Messier, 1730-1817, donc là on a passé une petite centaine d'années, hein. Astronome français. Donc il a étudié, voilà, la mode à l'époque c'était trouver des comètes. Donc il en a découvert 20 entre 1760 et 1801, et il a créé un catalogue des objets du ciel profond qu'il fallait éviter, parce que ce n'étaient pas des comètes et donc ça n'avait aucun intérêt. Et c'est ce catalogue dont se servent les astronomes amateurs pour regarder les beaux objets du ciel qui nous entourent. Des nébuleuses essentiellement. C'est lui qui a donné ça. Voilà. Alors là aussi, un autre monument. Pierre-Simon de Laplace. Lui aussi, il a fait un peu de tout, avec succès. 1749-1827. Donc il a écrit l'exposition du système du monde en 1796. Donc une œuvre mathématique. Voilà. Donc il a poursuivi les travaux mathématiques de Newton. Il les a appliqués un peu plus à l'organisation du cosmos, donc il a continué en fait les travaux de Newton, mais déjà il les a compris, ce qui est déjà pas mal. Et il a pondu la célèbre hypothèse cosmogonique, selon laquelle le système solaire serait issu d'une nébuleuse en rotation. Paf, en 1800. Voilà, donc voilà, des idées comme ça. Hein? Faut lire, je sais pas quoi. Mais ouais, c'est... Donc voilà. Mais il a fait, Pierre-Simon de Laplace, il a fait plein de choses. Donc il a rendu l'astronomie très mathématique. Il a vraiment l'utilisation des mathématiques pour résoudre les problèmes d'astronomie. Donc il a fait un traité de mécanique céleste en 5 volumes. Et il est passé d'une approche géométrique à une approche d'analyse différentielle. Il a eu l'idée avec un autre dont je n'ai pas vu le nom, je crois que c'est un anglais. Mitchell. Voilà, la fameuse idée aussi du trou noir newtonien. Il s'est dit, qu'est-ce qui se passe quand la vitesse de libération d'un corps dû à sa densité devient supérieure à la vitesse de la lumière? Donc ils avaient calculé ça et ils sont aperçus, voilà, ils ont déduit. Et ils se sont dit, cet objet-là, la lumière ne pourrait plus s'en échapper, et ça s'appellerait, ce serait un trou noir. Donc c'est eux qui ont, ces deux personnages qui ont inventé ce concept à l'époque, qui n'est pas si éloigné que ça, en plus du trou noir, à part dans le temps. Il n'y a pas que le point de vitesse de libération. Alors maintenant qu'on a trouvé la lumière, maintenant que Newton a dit comment on pouvait la décomposer, eh bien c'est parti. Joseph von Fraunhofer, 1787-1826. Une petite quarantaine d'années. Donc en 1814, il découvre des raies dans la lumière décomposée en spectre, dites raies de Fraunhofer, donc dans le spectre solaire. Il invente le spectroscope. Et il s'intéresse beaucoup à la diffraction, au phénomène de diffraction de la lumière et d'utilisation des réseaux pour diffracter la lumière, au lieu des prismes de Newton qui ne sont pas très précis et très efficaces. Voilà. Pour diffracter efficacement la lumière et pouvoir en déduire des raies d'absorption et d'émission, c'est beaucoup mieux avec un réseau. Donc ce monsieur, il avait un institut d'optique et donc il fabriquait des instruments d'optique et d'astronomie.
Et voilà, il a inventé la monture équatoriale, qui est utilisée sur un paquet d'instruments d'astronomie, parce que c'est la méthode la plus simple pour compenser la rotation de la Terre. Donc il y a eu Fraunhofer qui s'est aperçu de l'intérêt des spectres et qui a découvert les raies. Et puis Gustav Robert Kirchhoff et Robert Wilhelm Bunsen, autour de 1840-50, 60, ils ont fondé la spectroscopie en 1862. Alors, d'après le concept de rayonnement du corps noir, en 1862, je sais pas. Je trouve que d'un coup ça me surprend. Le rayonnement du corps noir en 1862. Ils y travaillaient dessus. C'est eux qui ont pondu ça. Ouais, l'idée c'est d'avoir un corps qui est noir parce qu'il réfléchit aucune lumière. Donc tout le rayonnement qu'on a, c'est le rayonnement du corps. Donc ça facilite, voilà. Je ne sais pas si le détail sur la spectroscopie, mais c'est important. Je croyais que ce concept était un peu plus récent que ça. Donc je dis, mais pourquoi t'es écrit ça? Mais donc il cherche un lien entre le rayonnement, la température, l'énergie et les spectres, en étudiant les raies d'émission et d'absorption qu'on peut avoir dans la lumière décomposée. Voilà, donc il donne vraiment... Fraunhofer a découvert l'idée de la spectroscopie, mais ceux qui ont fait de la spectroscopie une science, c'est Kirchhoff et Bunsen. Il n'a pas inventé le Big Bang. Il a inventé un tuyau, on peut pas sortir du gaz. Friedrich Wilhelm Bessel, 1784-1846. Alors je l'ai appelé l'observeur. Le premier, Michel. Donc ce monsieur, c'était un organisateur, quoi. C'est un observeur. Donc il a posé les bases des méthodes et des calculs liés à l'observation astronomique. Il a fait de l'astronomie une discipline avec des règles pour que tout le monde applique les mêmes règles et obtienne des résultats comparables. Voilà, c'est ça son plus grand mérite. Et alors, il avait de la rigueur, etc., si bien qu'en 1838, il a mesuré la distance d'étoile 61 du cygne grâce à l'héliomètre de Fraunhofer, et il a mesuré par la méthode de la parallaxe annuelle. Donc il y est arrivé, lui. Ça y est. Et donc, vu qu'il y a parallaxe annuelle, c'est bien la preuve que la Terre tourne autour du Soleil. Alors, la parallaxe annuelle, la voilou. On a le Soleil, la Terre qui tourne autour. Si on se met au mois de... C'est marqué, je crois, quelque part, non? Oui, juin. Si on se met là au mois de juin, 6 mois plus tard, on est au mois de décembre. Donc au mois de juin, on regarde une étoile et on regarde comment elle se positionne par rapport à un fond plus loin. Et si on regarde en décembre, cette position, donc en juin elle est ici, en décembre elle est ici. Donc l'étoile se déplace par rapport au fond des autres étoiles, puisqu'elle est en avant-plan. On a l'impression qu'elle se décale, c'est l'effet de parallaxe. Cette parallaxe annuelle, elle est infime. Pour mesurer ça, c'est affreux. Donc lui y est arrivé, c'était le premier à le faire. Et voilà, donc c'est vrai que c'est infime, mais sur 6 mois, étant donné le diamètre de la circonférence, ça devient notable, mais ça dépend des étoiles. Les étoiles très proches par rapport aux très lointaines, ça saute, mais les très proches, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà pour lui. Ensuite, on passe à un autre. Donc lui, c'était pas un théoricien de l'astronomie. Léon Foucault. Alors aussi, c'était un monsieur qui avait. Alors lui, c'était un expérimentateur. Il a inventé des instruments, des méthodes pour résoudre des problèmes. Voilà. Donc c'était un expérimenteur ou expérimentateur. J'ai mis expérimenteur parce que. Ça rentrait pas là. Donc il a eu une idée, il a eu plein d'idées géniales. Léon Foucault, mais par exemple, il s'est servi de la photo qu'on avait inventée en 1845, enfin, bien avant, et il a fait une photo du Soleil. Il a utilisé la photo en astronomie. Donc il a créé l'astrophotographie. Voilà.
Et c'est une méthode qui est très très pratique parce que ça permet de conserver l'état du ciel à un instant donné et de voir si quelque chose change. Parce que c'est ce qui est intéressant en général. Donc, il a, alors lui aussi, il est passé à des méthodes de mesure du diamètre apparent d'un astre par interférométrie. Donc l'interférométrie optique aussi. Bonjour, voilà. Alors pour fabriquer, chercher des mécanismes très précis pour résoudre des problèmes optiques, notamment, voilà, en optique, il a fait beaucoup de travaux d'optique. L'autre, il a mis, il y a le fameux pendule de Foucault, la Terre tourne, c'est sûr. Il n'y a qu'à prendre un pendule, le faire osciller, ben il va. Lui, le pendule, il reste fixe par rapport à l'univers. Et la Terre tourne autour du pendule. Ça semble incroyable, mais il l'avait prévu, il l'a fait, ça a marché. Et ça marche toujours. Et donc, il a aussi fait, vu qu'il adorait la lumière, il a aussi effectué la première mesure expérimentale de la vitesse de lumière. Il ne l'a pas déduite d'un phénomène astronomique. Donc, en 1849, il a fait une mesure de la vitesse de la lumière. Et si notre 400 mm est si précis, c'est grâce à lui. Voilà, après, voilà, sur les... Il s'intéressait beaucoup aux miroirs, etc. Donc il y a plein de systèmes pour polir les miroirs, enfin pas pour les polir, pour mesurer la concavité des miroirs, etc. avec précision. Des mesures sur la lumière, il a fait énormément de travaux dans le domaine de la lumière. Alors un autre astronome, alors il y a un astronome d'observation et de calcul, un astronome. Urbain Le Verrier, 1811-1877, donc on se rapproche un peu de nous quand même. Donc lui, de toute la mécanique newtonienne, keplérienne, voilà déjà, il a déduit qu'il devait y avoir une autre planète, Neptune, qui n'était pas connue à l'époque parce qu'elle est loin. Et donc, Le Verrier, en 1844, il se lance dans les calculs de la position de cette planète, donc de sa masse, par rapport aux perturbations qu'elle crée sur Uranus, par exemple. Donc il déduit la masse, son orbite et sa position. Et il communique ses résultats à l'Académie des sciences, le 31 août 1846. Il en parle à l'Observatoire de Paris, qui lui disent à quoi bon la chercher. Donc, il écrit à Johann Gallet, à l'Observatoire de Berlin. Gallet reçoit la lettre, il dit tiens, intéressant. Le soir, il prend son télescope, il braque sur la position, et paf, il y a Neptune. Voilà. Magnifique. Un mois après que la position avait été prévue, l'autre il l'observe, et le directeur de l'Observatoire de Paris, qui bien français, je pense, je pense que c'est un peu une caractéristique française, de dire on l'a prévu, on l'a truqué, à quoi bon la chercher? On sait qu'elle existe. Après, c'est du travail de... Donc, François Arago, Hippon, Monsieur Le Verrier vit le nouvel astre au bout de sa plume. Et voilà, quoi. Mais quel con, quand même. C'était tellement facile, il y avait juste à regarder et dire c'est vrai, elle est bien là. Ouais, non. Il fallait que ça... Il Il croyait pas. Ouais, non, mais c'est... En plus, ça coûtait pas... Alors, jusqu'à maintenant, il n'y a eu qu'une femme, la première, tout au début. Donc, là, il y en a une petite série. Antonia Maury, 1866-1952. Donc, en 1889, elle découvre que Mizar est une binaire spectroscopique. Donc déjà, c'est costaud. Donc ce résultat lui vaut qu'en 1897, donc c'est la fameuse époque dite du Harvard College Observatory, sous la direction de E.C. Pickering, et elle publie un catalogue de classification des types spectrostellaires qui est ignoré par Pickering parce que Pickering il est en train de faire le sien. Mais qui servira aussi de base aux travaux de Hertzsprung et Russell un petit peu plus tard. Donc voilà, elle fait des travaux, elle classifie les étoiles par type spectral. Bon, elle n'a pas un grand succès alors. C'est vrai qu'elle a deux inconvénients. C'est une femme. Deuxième inconvénient, elle s'adresse au gars qui est en train de faire la même chose
et qui est l'astronome renommé de l'époque. Donc le gars, il lui dit, c'est oui, t'es bien gentil. Voilà. Mais bon, on sait qu'elle l'a fait, donc c'est arrivé jusqu'ici. Et j'aime assez ce monsieur Pickering, parce que pour l'époque, je pense quand même qu'il n'était pas si terrible que ça, puisqu'on va voir qu'il y a toute une série de femmes qui vont éclore à côté de ce monsieur. Et qu'on connaît. Donc elles n'ont pas éclos enterrés par lui, leur nom nous est arrivé. Donc elle se consacre à l'analyse spectroscopique des étoiles binaires Beta Lyrae, et elle publie ses résultats en 1933, et ça lui vaut une grande reconnaissance dans le milieu scientifique. Donc voilà, c'est une des premières femmes astronomes professionnelles, et qui fait des avancées majeures dans l'étude des binaires un peu atypiques, parce que les étoiles binaires, il y en a beaucoup, et elles ont toutes des caractéristiques intéressantes. Sachant que l'objectif de l'étude de ces étoiles binaires et de leurs variations, c'est toujours dire à quelle distance est-ce qu'elles sont réellement. C'est le problème. Voilà, donc Monsieur Edward Charles Pickering, 1846-1919. Donc là, on approche un peu. Et Annie Jump Cannon, voilà, qui travaillait avec lui. Vous avez de la photo. Elle faisait de la photo. Non, elle a deux ailes, c'est pas elle. Donc, Monsieur Pickering et sa collègue sont à l'origine de la classification stellaire des types spectraux de Harvard, Hobby, Feingold, Smith. Voilà, la classification assez bizarre, mais voilà, donc c'est pour ça que l'autre avait peu de chance de tomber, elle tombe sur les gars qui sont en train de l'étudier. Donc, la plus grande partie de ce travail qui a demandé une quantité de travail incroyable, astronomique, consistait à regarder des plaques photographiques et à récupérer des informations dessus. C'était un travail pas très gratifiant, mais nécessaire. Et encore utile aujourd'hui. Donc ce grand travail a été effectué par les filles de l'observatoire. On parlait même du harem de Pickering, etc. Parce qu'il y avait toute une équipe de femmes qui travaillaient sous les ordres de M. Pickering et qui observaient ces plaques et machin chose. Donc pour se moquer un petit peu, on avait appelé ça. Donc principalement Annie Jump Cannon et Antonia Maury, en se basant aussi avec le travail de Wilhelmina Fleming. Et ce travail, il s'est achevé par la publication du Henry Draper Catalogue, le fameux catalogue HD, toujours utilisé aujourd'hui en astronomie professionnelle, dans lequel il y a quand même 225 000 étoiles, je ne sais pas si vous voyez le boulot, en 6 ans. Donc en 6 ans, elles ont épluché des milliers de plaques photographiques, prises avec le super télescope de, je ne sais plus, de Harvard, sûrement, et l'observatoire qui était là, donc il y a un télescope dedans, c'est mieux. Et ils faisaient des photos, et en étudiant ces photos, ils ont fait un catalogue de toutes les étoiles qu'on pouvait voir jusqu'à la 9e magnitude, ce qui est déjà presque un peu. Voilà. Donc une autre femme, Annie Jump Cannon, avec Antonia Maury qu'on a vu avant, Wilhelmina Fleming, donc je ne vais pas répertorier. Alors une autre très célèbre des femmes qui travaillaient en collaboration, enfin, sous les ordres de collaboration avec Pickering, Henrietta Leavitt, donc 1868 à 1921. Donc en 92, elle rentre à l'observatoire comme assistante de recherche bénévole, ce qui était une grande qualité, au département photométrie photographique que dirigeait Pickering. Elle étudie les plaques photographiques. Et elle s'intéresse, donc elles avaient quand même un peu leur domaine de trucs, quoi. C'était pas juste de machiner. Parce qu'à côté de fait de répertorier bêtement des étoiles, enfin bêtement, juste de répertorier des étoiles, elles étudiaient quelque chose. Antonia Maury s'intéressait au binaire spectroscopique, des trucs comme ça, elle aux étoiles variables, et elle a répertorié 2000 étoiles variables. Et en étudiant des étoiles du petit nuage de Magellan, elle a trouvé une catégorie qu'on a appelée céphéide. Enfin, la catégorie céphéide existait, elle a trouvé des céphéides dans le nuage de Magellan, et elle a trouvé surtout une relation entre leur magnitude absolue, la clarté, l'éclairement réel de l'étoile,
sentir compte de la distance, et la vitesse, la période à laquelle la luminosité varie. Et on a des buts de règles. Ce qui fait que quand on voit une étoile qui varie, si c'est une céphéide, en fonction de la façon dont elle varie, on sait comment elle est grosse. Et si on sait comment elle est grosse et comment elle est lumineuse. Et si on sait comment elle est lumineuse, on peut en déduire sa distance puisqu'on voit ce qu'on voit nous. On sait ce qu'elle est lumineuse vraiment, on voit ce qu'on voit nous, et donc de la différence, on déduit la distance. Donc c'est fondamental. Et de ça, on s'aperçoit que le petit nuage de Magellan, il est à 200 000 années-lumière de notre galaxie. Et alors là, on prend une grande claque dans la gueule. Parce que l'année-lumière, c'était déjà pas envisageable, mais alors 200 000. Alors on avait encore pas bien d'idée des distances astronomiques des objets qui nous entourent. Donc là, je laisse. On abandonne un peu Harvard de Pickering et compagnie. Oui, fronce pas les yeux. Mais on va y revenir. Hein. Mais entre-temps, il y a Albert Einstein. Donc là, dans les gars qui ont compté dans l'astronomie, c'est sûr qu'il a sa place, à côté de Newton. Et alors, notamment, 1905, l'année merveilleuse, je le dis pas en latin parce qu'il y en a qui rigolent, il pond la même année, et un derrière l'autre, un article qui explique l'effet photoélectrique, qui lui vaudra le prix Nobel un bon moment plus tard, et qui a servi de fondement à la mécanique quantique. Il prend l'article de l'électrodynamique des corps en mouvement, qu'on a appelé plus tard relativité restreinte, à partir des équations de Lorentz, il conçoit un modèle qui explique pourquoi, n'importe comment qu'on regarde la lumière, sa vitesse est toujours fixe, même si nous on se déplace. Donc la relativité restreinte. Troisième truc, la même année, 1905, il y a un article qui donne une description quantitative du mouvement brownien qui permet au français Jean Perrin de donner une valeur à la constante d'Avogadro, combien il y a d'atomes dans un gramme de carbone, donc une mole. Constante d'Avogadro, et voilà. Et l'étude du mouvement brownien, ça a servi à plein de choses en plus. Bon, c'est le mouvement de micro-particules dans un milieu, c'est un truc assez rigolo. Donc suite à cette, en 1905, Einstein, qui était, il étudiait, enfin, il avait quelques diplômes en physique, mais pas un truc extraordinaire, hein, c'était un bon étudiant de physique de l'époque. Il n'avait pas franchement trouvé le boulot là-dedans parce qu'il était un peu, je m'en foutiste, même carrément. Il avait trouvé donc un boulot où il étudiait l'intérêt des brevets à l'office suisse des brevets à Berne. Voilà. Et donc pendant son temps libre, il a pondu ces 3 trucs. Pendant ce temps-là, Henri Poincaré et Hermann Minkowski, donc 2 gros matheux, s'intéressent à la relativité restreinte et ils se disent, si on mettait ça dans un espace à 3 dimensions, qu'est-ce qui se passe donc? Enfin, non, si on rajoute le temps à un espace 3 dimensions, qu'est-ce qui se passe? Et donc ils appliquent ce modèle, un modèle mathématique à 3 dimensions plus le temps, donc à 4 dimensions, qui tient compte de la relativité restreinte. Mais c'est des matheux et il n'y a pas l'idée derrière. Et c'est ça qui est étonnant, c'est qu'ils ont fait ça pour la beauté du truc. Merci Aristote. Einstein, lui, il se pose la même question, moins matheux parce qu'il n'est pas si matheux que ça. Enfin, c'est relatif, mais... Et en 1907, lui, Einstein, il se dit, qu'est-ce qui se passe si un espace-temps de Poincaré n'est pas plat, mais si jamais il est déformé par la présence de la masse? Et là, il ne savait pas, quand il s'est posé cette question, il avait 8 années de mal de tête devant lui. Ça a été un travail considérable, voilà, ça a fait les gens de fou, ça lui a fait perdre à peu près sa famille, et le sommeil peut-être un peu. Donc avec des amis mathématiciens de haut niveau, parce que ça c'est du lourd et mélangé. Alors vu que ça ne suffisait pas, il l'a corsé un petit peu.
et donc pour trouver un système qui résolvait les problèmes. Et donc, la gravité n'est pas une force entre les corps massifs, Newton, pam, mais ça résulte d'une déformation de la structure de l'univers, de l'espace-temps. Voilà, donc la relativité générale, et bim. Donc le fameux dessin qui vaut ce qu'il vaut, mais voilà, ça donne une idée. Les fameuses trajectoires, par exemple, de la lumière qui passe dans un espace qui est courbé par la masse. Voilà. Derrière Einstein, Alexandre Friedmann. Alors Friedmann, lui, 1888-1925, il s'intéresse aux équations de la relativité générale d'Einstein, et il fallait s'y attaquer. Donc il était russe, et en étudiant, il fait du modèle d'Einstein un modèle de l'univers. C'est là le truc, quoi, en fait. Il se dit, cet espace-temps courbé par la masse, si j'utilise les formules d'une certaine façon, et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est forcément un univers en expansion. Et donc, en 1925, il voit en premier, quand il publie ces trucs, qu'en mélangeant la gravitation, l'espace et le temps, ça donne une structure à l'univers, et c'est ce qu'on appelle la cosmologie. Donc il fonde l'étude de l'univers dans son ensemble, à très grande échelle. Il fonde la cosmologie, Alexandre Friedmann. Donc lui aussi, pas 40 ans. Alors la cosmologie est née, il n'y a qu'à lui donner un début. Quoi de mieux pour donner un début aux choses qu'un abbé? Georges Lemaître est arrivé. 1894-1966. En 1927, alors il propose, il était belge, donc en 1927 et en français, il publie un article dans lequel il explique, il prend les équations d'Einstein et il se dit, et les idées de Friedmann, et si l'univers est en expansion, c'est qu'il a commencé à un point dit singularité de taille infime et de densité infinie. Et ce moment-là, son principal opposant, Fred Hoyle, a nommé ça un jour en rigolant à la radio, il a dit que ce serait un Big Bang, et c'est resté. On a appelé ça le Big Bang, le moment où l'univers est né. Voilà. Donc c'est le modèle qui vaut aujourd'hui. Donc il a été traduit en anglais qu'en 1931. Donc il s'est resté longtemps inconnu. Mais l'étude de la cosmologie, c'était pas non plus un truc à la mode, il n'y avait pas bien d'intérêt. On imaginait à peine qu'il y ait un univers. Donc. Parce que pendant ce temps-là, hop, non, pas encore. Donc on a l'univers en expansion, hein, Big Bang ici. Avant ce moment-là, qu'on voit le CMB, on ne peut rien voir, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé. On ne peut rien voir. Voilà. Donc la première image qui nous arrive, c'est celle-là, c'est celle qui rayonne tout le temps à 4 Kelvin. Après, voilà, les étoiles de trucs, l'univers en expansion, et l'expansion qui s'accélère, probablement, c'est ce qu'on pense. Voilà. Et alors, pendant ce temps-là, de l'autre côté de l'Atlantique, Edwin Powell Hubble, lui, il découvre les galaxies, et il découvre, en 1924, et il estime leur distance grâce aux céphéides qui ont été étudiés par Henrietta Leavitt. Mais c'est un petit peu après, quoi. C'est quand même 4. Donc c'est avant le mètre, mais bon, voilà. Donc les autres disent, il y a un univers, on a trouvé, on pense qu'il y a un univers immense, en expansion, qui a une structure, c'est un espace-temps, 4 dimensions, patati patata. Concrètement, Hubble lui dit, effectivement, je vois des galaxies, je mesure, je prends des spectres de ces galaxies, qu'est-ce que je vois? Ces spectres, les raies sont décalées vers le rouge. Plus les galaxies sont loin, plus elles sont décalées vers le rouge. Qu'est-ce qui explique ça? L'effet Doppler. Une seule explication, plus les galaxies sont loin, plus elles partent vite, donc c'est que l'univers est en expansion. Lemaître, Friedmann et Hubble, donc ça c'est la constatation que l'univers est en expansion, les autres l'ont prédit en même temps, quoi. Ça s'est fait dans les années 30.
Donc 1930, voilà, on pense que l'univers est en expansion, et on le constate. Un autre génie, moi je le fous bien avec Einstein et Newton, presque, mais lui aussi, il y a des gars comme ça. Alors lui il attaque en 28, et il a 24 ans. Il étudie la radioactivité alpha, c'est à la mode dans les années 30. Radioactivité alpha avec, s'il vous plaît, Max Born et Niels Bohr, donc voilà, mécanique quantique et trucs. Et alors lui, il trouve une explication quantique à la radioactivité alpha par effet tunnel. Son truc à Gamow, c'est l'effet tunnel. Et en 29, il travaille avec qui? Eh bien, avec Papy Rutherford, qui s'intéresse beaucoup à la fission nucléaire, concrètement, et à la fusion nucléaire, et il explique la possibilité de la fusion nucléaire, toujours grâce à son effet tunnel. Donc là, déjà, il s'est aperçu... il a expliqué en gros la radioactivité. Il a justifié la possibilité de la fusion nucléaire. Tout ça à 25 ans. Il a fait une pause. Pendant ce temps-là, Hans Albrecht Bethe, 1906-2005. En 1939, lui, il montre que c'est la réaction nucléaire de fusion de l'hydrogène en hélium qui est responsable de l'émission lumineuse de la plupart des étoiles. Donc les étoiles, ce sont des boules, c'est de la fusion de, comment dire, des boules de plasma, mais voilà. C'est des boules de plasma dans lesquelles se produit la fusion de l'hydrogène en hélium. C'est pour ça qu'elles éclairent autant et que ça dure si longtemps et que ça marche si bien. Donc il explique ça en 30 ans. Avant, on ne savait pas pourquoi les étoiles, comment elles pouvaient durer aussi longtemps, produire autant d'énergie pendant si longtemps. Donc lui, il dit, ben voilà, c'est à cause de ça, et alors il y a ça, il y a la chaîne proton-proton, et le fameux cycle CNO, ça aussi, ça ne tombe pas, c'est un truc qu'on tombe pas dessus par hasard. Et donc voilà, et en fait avec ça, là on a compris un paquet de trucs, dans la façon dont fonctionnent les étoiles, et dans la façon dont sont produits les atomes qui composent tout. C'est là. Et hop, Gamow le retour, en 1943, construction de la bombe atomique à Los Alamos, il y était. En 1948, il bosse avec un étudiant, Ralph Alpher, et il publie un article sur la formation des éléments au cours des premières phases de l'expansion de l'univers. Donc, nucléosynthèse primordiale. Donc il explique, du point de vue quantique, comment naissent les premiers atomes. Et c'est pas facile. Et il explique les quantités actuelles d'hydrogène, d'hélium, etc. dans l'univers. Voilà. Donc, lui, dans les atomes, il a un truc à nouveau. Et puis, vu que ça ne suffisait pas, allez, en 1954, il rencontre des pauvres petits gars, Crick, Watson et leurs copines, dont je n'ai pas noté le nom, mais c'est pas bien. Et parce que c'est eux deux qui ont le prix Nobel, l'autre. Honnêtement, je ne l'ai pas reproduit. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont découvert la structure de l'ADN, un an avant. Et alors Gamow leur dit, mais les gars, vous n'êtes pas perçus que les 20 combinaisons des 4 bases de l'ADN, si vous les prenez 3 à 3, eh bien ça correspond aux 20 acides aminés qu'on pourrait utiliser pour former des protéines. Non, mais c'est vrai, quoi. Et alors ça c'est faux. Mais sur cette base-là, les autres deux y réfléchissent, et paf, ils ont bien trouvé la façon de convertir des acides aminés en protéines. Et ils ont reconnu que c'était sur une suggestion de Gamow que ça les avait... Interpellé. Le mec. Alors après on revient aux astronomes purs, parce que Gamow finalement n'était pas si astronome que ça, c'était plus le physicien, mais je n'ai pas pu m'empêcher de le mettre. On est bon. Gerhard Peter Kuiper. Je ne sais pas s'il l'a allemand. Donc, il est peut-être anglais là, donc il faut le faire autrement. Mais Gerhard, ça marche quand même mieux en allemand. D'abord, je ne crois pas qu'il y ait Gérard anglais. Donc, il a suggéré l'existence d'une ceinture d'astéroïdes en dehors de l'orbite de Neptune, qui, après, a posteriori, a été appelée ceinture de Kuiper. Et ça a été confirmé qu'en 1992. Donc, la ceinture de Kuiper, qui est juste derrière Pluton, hein. Eh ben, voilà. Sauf que c'est composé de tout petits objets, et ils sont pas visibles depuis la Terre quasiment. Donc il a fallu attendre des moyens considérables, qu'on a eu qu'à partir de 92, pour arriver à se dire
il y a bien toute une ceinture de petits objets qui gravitent, comme la ceinture d'astéroïdes. C'est ce qui est chiant parce que cette ceinture d'astéroïdes qu'il y a après Mars, on croit toujours qu'elle va avoir un nom, elle n'en a pas. C'est la ceinture d'astéroïdes. Voilà. C'est la même chose, mais après Pluton. Donc ce monsieur aussi, il a mis en évidence la présence de méthane dans l'atmosphère de Titan en 1944 et du dioxyde de carbone dans l'atmosphère de Mars en 1947. Et c'est pas facile. Titan, ça va parce que du méthane sur Titan, il y en a. Du dioxyde de carbone sur Mars, il n'y en a pas beaucoup. Mais voilà. Donc observer donc, par spectroscopie, faire une image quand le soleil éclaire Titan et qu'on récupère la lumière à travers, l'atmosphère de Titan bouffe les atomes de... Enfin, il y a une réaction dans le spectre qui fait que les atomes de l'atmosphère de Titan qui contiennent du méthane ressortent dans le spectre et on peut étudier comme ça. Et c'est pas... ça demande des compétences d'observation et d'analyse derrière non négligeables. Donc ce monsieur Kuiper, voilà. Il a découvert la ceinture, mais c'était quand même... Alors une autre dame, Vera Rubin, 1928-2016. Alors en 1978, elle menait une étude approfondie en optique des courbes de rotation plate des galaxies spirales. Alors le problème qu'elle étudiait, c'est un problème qui datait des années 30, qui avait été soulevé par un Suisse, Zwicky, et un autre, un Smith, des Smiths. Il y avait un problème entre la masse qu'on voit et la masse qui est nécessaire pour expliquer les phénomènes gravitationnels, il y avait un écart considérable dans les amas de galaxies. Et voilà. Donc c'est le problème de la masse. Et Vera Rubin, elle cherche elle prend un autre angle de vue, en 78, elle observe les courbes de rotation plate des galaxies. La rotation plate, c'est que si ça c'est le centre de la galaxie, et qu'on va vers le bord de la galaxie, la vitesse de rotation devrait décroître. Eh ben non. La vitesse de rotation, elle est constante. Ce qui nécessite qu'il y ait de la masse très loin, énormément de masse. Il faudrait qu'il y ait autant de masse au bord de la galaxie qu'au centre. Et mais on n'aura pas cette masse. Donc ça, c'est un problème. Et ça finit comment? Eh bien ça finit que Vera Rubin, elle dit, cette masse manquante, c'est de la matière invisible, c'est de la matière noire. Donc voilà, c'est elle qui a donné le nom, en tout cas, à la matière manquante. Et il y a des progrès actuellement très importants dans ce domaine. On la verra un jour, oui. Ou pas. Ben là, il y a un gros problème, parce que cette matière-là, on ne la voit pas, et il n'y a pas de particules qui forment, et c'est le problème de la physique actuellement. Alors, un autre monsieur... monsieur célèbre, Jean-Pierre Luminet, un Français, Cocorico. On a eu Pierre Simon de la Place, Messier. Il y a eu, je n'ai pas cité Cassini par exemple, mais bon, si on met tout le monde, ça va. Là, on me limite à 2 heures. Alors, ce monsieur Luminet, en 79, donc c'est celui de la radio, hein, pour ceux qui écoutent France Inter, c'est bien lui. Donc en 79, il a généré par ordinateur, grâce en utilisant la théorie de la relativité, il a généré une image qui correspondrait à ce que devrait faire un trou noir. Voilà. Donc il a généré cette image de propriété physique de son disque gazeux, donc le disque d'accrétion qui tombe dans le trou noir, en tenant compte de la théorie de la relativité d'Einstein. C'est ce que je viens de dire. Et ça donnait ça. Voilà. Donc ça en 79, il n'y avait pas les ordinateurs d'aujourd'hui, c'est sûr. Mais il a obtenu ça, donc chaque point, voilà. Notre fois, pour ceux qui ont assisté à l'explication d'Étienne sur les simulations, aujourd'hui on simule des milliards de points qui en rotation et en machin. À l'époque, en 79, c'était pas des milliards de points, c'était ces points-là. Il y a déjà un paquet, mais et pour faire ça, ça a dû mettre un bon moment. Voilà, donc, et il en a déduit qu'un trou noir aurait cette forme avec un côté plus lumineux, avec l'effet Doppler, machin chose, l'enroulement, le fait qu'on voit en 3D un objet qui est en 4D. Voilà. Et
Une autre française, Cocorico, et une femme, Hélène Courtois, née en 70. Et ça, déjà, c'est déjà un... Donc en 2006, elle a créé le programme de recherche Cosmic Flow avec Brent Tully, Yehuda Hoffman et Daniel Pomared, qui travaillent avec elle. Donc, ils sont à l'observatoire, l'unité d'astrophysique Lyon 1, dans le nord de Lyon. Donc, ça, c'est le monsieur qui fait des images avec les données que récupère Hélène Courtois, voilà. Donc, c'est un physicien informaticien et elle, c'est une pure astrophysicienne. Voilà, donc il récupère les données. Il y a eu 2 reportages sur elle à la télé, sur ce qu'elle fait, comment elle va récupérer dans des observatoires du monde entier des informations. C'est génial. Et donc, de ces informations, en 2014, est sorti un petit documentaire ou des vidéos sur YouTube, l'Aniakea. Donc, ils ont établi une carte des amas de galaxies avec une échelle de 250 millions d'années-lumière autour de nous, et sur la façon dont les galaxies se déplacent. Et voilà, il y a des points d'attraction, etc. Et donc ils ont amélioré depuis 2014, en 2019, ils sont au milliard d'années-lumière autour de nous. Donc il y a une nouvelle carte que voici. Bon là elle est en données, évidemment c'est moins drôle, mais voilà, il y a des points d'attraction, nous on est ici. Et voilà, et donc il y a ça fait des espèces de vallées en fait. C'est comme des bassins versants un peu, on pourrait imaginer ça, comme un truc. Donc la matière fuit certains endroits et est attirée vers d'autres. Et voilà. Il y a un gros intérêt à... Parce que là on s'approche de la structure à très grande échelle de l'univers. Ça permet de vérifier la cosmologie, comment les galaxies interagissent les unes avec les autres, où est la matière noire, comment ça structure. Pourquoi les galaxies naissent sur des filaments de... Voilà. Donc cette étude, là, c'est de la cartographie. Hein. Et de cette cartographie, ils en déduisent comment ça se déplace. Voilà, celle de 2009, alors, c'est pas très joli, hein, mais voilà. Les grosses taches blanches, en fait, c'est des amas de galaxies, donc dans lesquelles il y a des milliers ou des millions de galaxies, et qui sont positionnées autour de nous avec voilà, la nappe d'alliage qui est pas loin, de nous. Le percé, puis c'est le supercluster, poisson percé. C'est le point d'observation. Donc voilà, nous on est dans le milieu. Voilà la carte des galaxies autour de nous et de la façon dont elles sont en amas. En 2017, le prix Nobel de physique a été attribué à Rainer Weiss, Barry Barish et Kip Thorne pour leur contribution décisive à la conception du détecteur LIGO et à l'observation des fameuses ondes gravitationnelles prédites par Einstein dans sa théorie. Donc, une autre confirmation que la théorie d'Einstein marche toujours. Donc voilà, ils ont observé la première déformation de l'espace-temps liée à la fusion de neutrons noirs. Donc ces ondes dans l'espace-temps avaient été sont prévues par la théorie de la relativité et elles ont bien été mesurées. Alors là, je ne dis pas le truc. Hein. La modification de l'espace-temps, c'est le diamètre d'un atome. Donc il a fallu mesurer une variation de l'espace-temps, et ce déplacement de l'espace-temps, il est de la taille du noyau d'un atome. Et ça a été mesuré à 2 endroits différents, et les résultats, donc à Livingston, en Louisiane, et à Hanford, dans l'État de Washington. Donc là, on a les courbes d'un, et puis c'est superposé avec celle de l'autre. Donc ça correspond plutôt pas mal, et là en dessous, c'est la prévision. Donc la prévision des modèles de ce qui s'est passé. Voilà, et là, l'échelle, elle est là. 10 puissance moins 21. Je sais pas comment... Donc là, en fait, l'idée, c'est de mettre un L qui fait 4 km de côté. On envoie un faisceau laser. Ce faisceau revient. Si l'espace-temps n'a pas bougé, il revient au même endroit. Si l'espace-temps a bougé entre-temps, il revient un atome décalé d'un atome. Sachant qu'il faut que rien d'autre fasse bouger sur 4 km. Là, c'est là que ça se corse. Si vous voulez voir, on donne la Pise. Et donc, voilà. Alors évidemment, ce qui est malheureux, c'est que normalement, au départ, c'est lui qui doit le dire. Au départ, c'est une entente entre les Américains et les Européens, parce qu'il y a LIGO aux États-Unis, il y a Virgo en Europe, en Italie, et ils étaient d'accord pour travailler ensemble. Et comme par hasard, nos amis américains, pendant que celui d'Italie était en maintenance, ils ont fait leur truc.
Et ils ont le prix Nobel, voilà, et les Européens. Ils se rattrapent, ils vont se rattraper. Le premier, on le connaît, les autres. Voilà, donc, alors ce qui s'est passé encore plus récemment, en avril 2019, là, aujourd'hui, c'est ça, les projets deviennent énormes, quoi. Il n'y a pas un mec derrière son bureau, dans un coin, dans son bureau, des brevets à Berne. Alors là, c'est après, bon, là c'est de l'astronomie, c'est de l'observation. Pas tout à fait, mais voilà. Il y a une coalition de 200 scientifiques du monde entier pour essayer de voir un trou noir. Donc ça a été fait en 2019. Ça s'appelait Event Horizon Telescope. Donc on a récupéré les images de 7 télescopes sur l'ensemble de la planète. Les images, et on a fait de l'interférométrie optique, mais décalée. Donc l'idée en fait, c'est comme du, on a mis comment on peut dire, mis un tampon de temps, un timestamp, je sais pas comment ça se dit en français. On a mis une échelle de temps sur les images qu'on a fait, on les a datées à la nanoseconde près. Et on a fait ça parce qu'on ne peut pas le faire, on ne peut pas relier avec des câbles les 7 télescopes qui couvrent la planète. Donc on a fait en même temps sur ces télescopes la même mesure, en y mettant en les notant à la au milliardième de seconde près, pardon, et après, avec ça, on a pu réunir ces images et faire de l'interférométrie, alors que les lumières n'étaient pas en même temps. Mais on peut les resynchroniser pour le faire comme si elles avaient été faites en même temps. Enfin, si elles avaient été reliées. Donc c'est un truc qui est déjà génial dans l'idée. Malheureusement, ça s'est mal passé et on n'a pas pu le faire autant qu'on voulait parce que les conditions météo n'étaient jamais bonnes. Finalement, il n'y a qu'une observation qui a été utilisée, je crois, sur toutes celles qui avaient été prévues. Il n'y avait pas. Après, quand il faisait beau à un endroit, on ne pouvait pas faire d'image à l'autre. Et il n'y a qu'une seule fois où vraiment tout s'est bien passé. Et puis je pense que voilà, toutes les conditions, même techniques, étaient aussi réunies pour que ça se passe bien. Et qu'une seule fois, ça a bien marché. Donc l'idée c'était de voir le trou noir qui est niché au cœur de la galaxie M87, un trou noir énorme qui fait plusieurs milliards de masses solaires et qui a des jets de matière. Et donc on a fait une image de ce trou noir et cette image, elle correspond plutôt pas mal à la simulation de Jean-Pierre Luminet. Alors les télescopes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà, il y en a 8. Voilà. Et donc la fameuse image, vous l'avez tous vue, hein. Donc on retrouve bien ce truc avec la lumière plus d'un côté que de l'autre, et cette espèce de... Donc là on ne voit pas très bien au truc, il y a une espèce de... Voilà, le diamètre est là. Voilà, donc si on tournait l'image, ça ressemblerait tout à fait, donc avec le diamètre là, le côté lumineux sur le côté, ça ressemble plutôt pas mal à la simulation de Luminet. Alors par contre, cette image, bon, cette image n'est pas une image. Cette image, elle a été fabriquée par ordinateur. Il n'y a jamais eu une photo de prise de ça, quoi. Déjà, c'est pas dans le visible. Ça a été, les infos, elles ont été prises en millimétrique. Donc il n'y a pas d'image. C'est que des signaux qu'on a reçus. Et à partir de ces signaux, en faisant de l'interférométrie de ces signaux sur un truc, machin chose, on a reconstitué avec... on a reconstitué ce qu'on voulait présenter à la presse pour dire on y est arrivé. Parce que si on avait mis un tableau avec des chiffres, ça faisait moins. Et on a vu un trou noir. Donc on voit un trou noir, une ombre noire au milieu de la lumière. Et c'est bien un trou noir. Donc ça existe. Parce que le doute, bah c'est fini. Bon, mais 2 heures plus. Ah mais là, Bravo. ah ouais, j'ai...